Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi 23 novembre. Nous revenons sur la table ronde sur la recevabilité de la candidature du président Wade. Le pouvoir aurait invité des juristes inconnus au bataillon du droit constitutionnel. Certains d'entre eux seraient loin d'être des sommités intellectuelles. Une mesure qui incite à fumer. Le prix du paquet de Marlboro baisse de moitié. Il passe de 700 à 400 francs. Le fabricant ne donne aucune explication. Une mignonne petite fille très chanceuse jetée dans la rue. Le bébé a été retrouvé bien en vie aux Parcelles Assainies. Une famille décide de l'adopter. Le focus de ce soir sur les flux migratoires, un sujet préoccupant pour les dirigeants européens et africains. Une rencontre s'y tient à Dakar et elle est jugée inopportune par les organisations de la société civile. Notre invité est Mignane Diouf du Forum social sénégalais. Et puis football, tournoi qualificatif pour les JO Londres 2012, zone Afrique. Les Olympiques sénégalais s'envolent pour le Maroc, pays organisateur du tournoi. Bienvenue dans l'incontournable. Bonsoir Assoumen Thioub. Bonsoir Mamadou. Khalifa Diakhaté, bonsoir. Bonsoir. Maltraitance des enfants, des religieux s'impliquent. Et c'est dans le cadre de la journée de lutte contre la maltraitance des enfants, une initiative de sociologues et de religieux avec le concours du ministère de la Famille. L'intérêt, accompagner les enfants et surtout sensibiliser l'opinion sur leurs droits. Voici Moustapha Ouele au micro TFM de Sayer Insa Diop Yaya Diallo. Nous sommes réunis aujourd'hui pour une journée de prière et d'appel pour qu'ensemble, les religieux, qui ont un grand rôle à jouer, puissent apporter leur contribution pour l'éradication de ce phénomène de la maltraitance des enfants. Pour sensibiliser les gens sur la condition des enfants au Sénégal. Les religieux, leur rôle premier, c'est d'abord de donner les enseignements de leur religion respective sur la maltraitance des enfants. À l'issue de cette réunion, nous allons mettre en place un comité interreligieux qui sera chargé du suivi de ce qu'on vient de faire. Et vous l'avez constaté dans la salle que les bonnes volontés se sont manifestées et qui sont prêts à accompagner donc nos efforts pour cette contribution à l'éradication de la maltraitance des enfants. Clôture de la deuxième session du Conseil économique et social, le Forum civil invité. Il a été question de transparence, de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption. Le Forum civil a dit sa préoccupation au sujet de Kédougou. Kédougou, une région riche en ressources minières, mais où les populations sont pauvres. Le nouveau code minier qui ne répond pas à une volonté de transparence aux yeux du coordonnateur du Forum civil serait à l'origine de ce paradoxe. Mamadou Mbodj avec Fatima Diafaraba. Kédougou enchasse toutes les richesses du Sénégal. Et là, les Sénégalais qui vivent là-bas sont les plus pauvres du pays. C'est ce paradoxe-là qu'il faut déplacer en ayant une politique plus participative, mais aussi plus orientée vers les populations locales, aussi bien orientée vers les populations locales. Le minier, le secteur bien géré, peut pallier au déficit de ressources financières que pourrait générer la crise financière actuelle. Donc c'est dans ce sens que les collectivités locales de la zone, les populations pourraient bénéficier de ces retombées financières. De nouveaux logiciels pour une meilleure gestion dans les entreprises sénégalaises, en particulier celle du bâtiment. Le développeur, une société spécialisée dans la gestion des entreprises. Alassane Sow est le manager de HPC, propos recueillis par Sayer Insa Diop. Nous avons l'habitude de le faire annuellement, c'est de pouvoir inviter effectivement les sociétés afin de leur présenter de façon les nouvelles gammes de produits. Et cette fois-ci, donc, nous sommes intéressés sur la gamme bâtiment afin de permettre, bien sûr, aux sociétés sénégalaises en particulier et aux sociétés africaines en général, de pouvoir optimiser, rentabiliser leur activité de bâtiment. Ce qui suit, c'est de pouvoir accompagner les sociétés sénégalaises. L'accompagnement à travers quoi? À travers la proposition de solutions destinées à leur métier. Allons maintenant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, mouvement d'humeur des payeurs. 8 mois d'arrêt de salaire, voilà ce qui justifie ce mouvement d'humeur. Mamadou, les payeurs de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar ont tenu une assemblée générale ce mercredi pour en exiger le paiement, mais également pour une intégration dans la fonction publique. Écoutez le porte-parole avec Memouna Ndiaye. En mars 2011, jusqu'à présent, nous n'avons pas perçu nos salaires.
Et comme vous le constatez, nous sommes des pères de famille et des responsables de famille. Nous pensons que cela ne doit pas continuer. On a reçu des promesses de la part du ministre et de son directeur, mais jusqu'à présent, ces promesses ne sont pas exécutées. Au-delà du salaire, nous demandons à être recrutés dans la fonction publique. Nous ne pouvons pas comprendre que nous sommes 36 dans ce service. Les 8 sont recrutés par le COUD. Au COUD où il y a toujours une possibilité pour recruter les 28, jusqu'à présent cela n'est pas fait. Si rien n'est fait, nous allons passer à une vitesse supérieure. Actualité environnementale, amélioration de la diversité biologique, le ministère de l'Environnement déroule sa politique. 10% du territoire national ciblé et les parcs nationaux sont impliqués, 16 149 km² pour relever ce défi. Écoutez le chef de division espace naturel communautaire au micro de Maimouna Ndiaye. Cet atelier a été organisé afin de capitaliser sur l'appui que les différentes structures du ministère de l'Environnement font aux collectivités locales dans le cadre de l'érection et de la gestion des réserves naturelles communautaires. En effet, ça fait plus de 10 ans que ce type d'aires protégées ont commencé à émerger au Sénégal et actuellement on a plus d'une trentaine de RNC et il est temps, après 10 ans d'appui, de faire la capitalisation de ce processus afin de tirer un bilan. À l'issue de cela, on va donner au niveau du ministère, on va tracer les perspectives de cet appui-là. Et puis pour clore ce point actu, l'actualité internationale, l'affaire des mallettes africaines, là on parle dessous, le nouveau gouvernement libyen. Ibou Diouf, récit. Libye, des voix s'élèvent contre le nouveau gouvernement. À peine formé, l'équipe d'Abdelrahim Al-Kib, Premier ministre, s'est trouvée au centre des critiques de différentes régions libyennes qui estiment avoir été marginalisées. L'annonce du nouveau gouvernement mardi a coïncidé avec la visite du procureur de la Cour pénale internationale, Louis Moreno Ocampo, à qui Tripoli a confié son intention de juger en Libye Saïf el-Islam, fils du dirigeant libyen déchu, Muammar Kadhafi. L'histoire de la France et les mallettes africaines dans un nouvel épisode. Le défunt président gabonais aurait pu aider financièrement Nicolas Sarkozy dans sa campagne présidentielle qui date de 2007. Cette information vient d'être dévoilée dans un ouvrage nommé « Le scandale des biens acquis des chefs d'État africains en France ». Les auteurs sont deux journalistes de nom Xavier Harel et Thomas Sofnock. Les autorités françaises ont gardé leur silence jusqu'à maintenant à ce propos. Et nous reviendrons probablement sur la réaction de Robert Bourgi. Plutôt démenti, Mamadou. Merci Khalifa Diakhaté. TFM lève un coin du voile sur le profil académique des juristes étrangers conviés par le pouvoir à la table ronde sur la recevabilité de la candidature du président Wade. Il ressort de nos recherches que certains d'entre eux sont loin d'être des sommités en matière de droit constitutionnel. Daniel Diouf nous en donne le détail. Pour démontrer la thèse de la validité de sa candidature, le président Wade a fait recours à une pochette de juristes internationaux, des praticiens du droit présentés par les tenants du pouvoir comme des sommités du droit international. Mais une rapide vérification du CV de ces panélistes réserve quelques surprises. Si Dominique Chagnolo ou Bernard Chantebout sont des références dans leur domaine, il est loin d'en être le cas pour leurs collègues. Michel de Guillen-Schmidt et Jean-Yves de Cara, qui ont croisé le fer sur la TFM avec Modi Gadiaga et Ahmed Ndiaye, sont inconnus au bataillon des constitutionnalistes réputés en France. Charles Orbib est historien spécialiste en relations internationales. Jeanne Moffa est une licenciée en droit. Christine Debouche est plutôt spécialiste du PDS sur lequel elle a rédigé une thèse soutenue mais non publiée. Des chefs d'État africains qui recrutent des sorciers blancs pour voler à leur secours dans des circonstances pré- et post-électorales, le fait n'est pas inédit. Le pouvoir libéral vient ainsi marcher dans le sillage de certains de ses pairs. Félix Houphouët-Boigny, Henri Konan Bédié et Adema, père et fils, avaient fait appel à Charles Debache pour la rédaction de leur constitution ou pour jouer un rôle de conseil juridique. Roland Dumas et Jacques Vergès, au plus fort de la crise ivoirienne, avaient également apporté leur soutien à Laurent Gbagbo. Le commun de ces sorciers blancs, c'est d'être des architectes du bricolage constitutionnel dans les contextes de crise politique en Afrique, en plus d'être, pour certains, des personnages très controversés dans leur pays d'origine.
Sans transition, nous évoquons la vente de tabac au Sénégal. Notre pays prend le contre-pied de la tendance mondiale. À la place d'une augmentation, le prix de la cigarette connaît une baisse. Ainsi, le paquet de Marlboro passe de 700 à 400 francs. Aucune explication sur les raisons de cette mesure déjà appliquée dans certaines boutiques. Un sujet qui fait débat chez les consommateurs sénégalais. Reportage Marie-Christine Mendy à Tanarba. Les fumeurs devant l'éternel ne boudent pas leur plaisir. La baisse du prix de la cigarette qui passe de 35 francs à 20 francs est accueillie comme une bonne nouvelle. La cigarette, le paquet coûtait 700, 750. Un jour, je suis venu acheter, on m'a vendu le paquet à 400 francs. Là, au moins, je gagne 350 francs. Ça m'arrange. La baisse du prix du tabac nous arrange. Avant, avec 200 francs, tu te retrouvais juste avec 3 ou 4 tiges. Mais aujourd'hui, avec la même somme, je peux fumer 10 tiges dans la journée. Mais si certains se réjouissent de cette baisse, d'autres par contre la condamnent. Ça me semble un peu bizarre. Parce qu'un paquet qui coûtait à 600 ou à 650, aujourd'hui les gars diminuent jusqu'à 400 francs. Vraiment, ça me semble bizarre. Je doute de la qualité, et puis 2 encore. C'est-à-dire ils enfoncent encore les gens de fumer encore, de s'empoisonner encore plus. Le fait que le prix du tabac a baissé, moi ça m'incite à arrêter de fumer car c'est juste pour se débarrasser de leur stock qui commence à périmer. C'est quand même inciter les jeunes à s'adonner à la cigarette. Avec 20 francs tu as une cigarette et 400 francs le paquet. Ceux qui sont chargés pour lutter contre le tabac, surtout les ONG, je pense qu'ils ont du pain sur la planche. Ce boutiquier, lui, se frotte les mains. Ses affaires n'ont jamais autant marché. Ça nous arrange, car avant, je ne pouvais pas acheter le carton. Mais grâce à la baisse, j'arrive à me le procurer et les clients ont beaucoup augmenté. Au moment où dans la plupart des pays occidentaux, les mesures n'ont jamais été aussi dissuasives pour lutter contre le tabagisme, le Sénégal devient un petit paradis pour fumeurs. Assoumentou, bonsoir. Bonsoir Mandou. Est-ce une bonne décision, cette baisse du prix du tabac? Disons une très mauvaise décision pour les spécialistes, bien qu'elle ne soit pas illégale, parce que la fixation des prix est libre au Sénégal, surtout en ce qui concerne la cigarette. Donc, disons, Mamadou, une décision légale, mais aux conséquences désastreuses. D'abord, les conséquences économiques, sur le plan économique, bien sûr, et financier. On parle de la cigarette. Aujourd'hui, avec cette baisse, Marlboro passe de la tranche premium qui était taxée à 45% à la tranche économique qui est taxé à 25%. Donc, ce qui veut dire que l'État va perdre 250 francs par paquet de cigarettes, ce qui fait 5 milliards de francs CFA perdus par an par l'État par rapport au stock vendu en matière de cigarettes, plutôt à la quantité de cigarettes vendues. Abus dangereux pour votre santé, c'est ce qu'on voit sur le paquet de cigarettes. Quelles conséquences de cette mesure pour la santé des populations? Bien sûr, comme sur le plan économique, sur le plan sanitaire aussi, il y aura des conséquences tout aussi désastreuse, parce que faut le dire, Mamadou, le prix a quand même un impact sur la prévalence. Quand le prix baisse, la prévalence monte, et quand le prix monte, la prévalence baisse, et c'est aussi une barrière qui tombe, parce qu'une étude a révélé qu'au Sénégal, ce sont les jeunes et les pauvres qui sont les plus exposés, et l'arme qui a été utilisée pour faire faciliter l'inaccessibilité financière. Aujourd'hui, si la barrière de l'inaccessibilité financière tombe, ce qui veut dire que les gens seront exposés, ils vont quelque part avoir tendance à acheter de la cigarette, et bonjour les dégâts, surtout avec les maladies chroniques, les maladies cardiovasculaires, mais aussi les maladies respiratoires. Mais bon, espérons qu'on ne va pas en arriver à cette situation, parce que l'État a promis de réagir dans 1 ou 2 semaines pour rétablir la situation, pour que quand même qu'il y ait un retour à la normale, même si certains fumeurs ne seront pas contents. Mais l'État promet de faire revenir le prix de la cigarette, plutôt le paquet de Marlboro, à 750 francs d'ici 1 à 2 semaines. Et l'État compte jouer sur sa souveraineté fiscale. Merci. Assoumentou. Le Vénard, il aurait pu mourir, un bébé de sexe féminin jeté dans la rue aux parcelles assainies. La suite de l'histoire, c'est qu'elle est heureuse puisque le nouveau-né est bien vivant, et cerise sur le gâteau, la petite a trouvé une famille adoptive. C'est un reportage de Aminata Mbarisso, Diatou Ndiaye.
Ce nouveau-né est abandonné à l'unité 2 des Parcelles Assainies. C'est aux environs de 23 heures qu'un passant l'a remarqué. Unité 2. Ce bébé a été retrouvé devant une maison aux Parcelles Assainies ce samedi aux environs de 23 heures. La chance a souri à la petite, elle sera vite secourue. C'est un ami commissaire qui m'a appelé pour me dire qu'ils ont retrouvé un bébé abandonné. Il m'a proposé de l'adopter et c'est ainsi que j'ai fait les démarches administratives nécessaires et je suis devenue la mère adoptive de ce bébé. Le phénomène de l'abandon des enfants devient récurrent au Sénégal. Très souvent, les maisons d'accueil ont des difficultés financières et matérielles pour une prise en charge de ces enfants. Mais pour l'instant, cette petite est entre de bonnes mains. J'avertis la mère de l'enfant. À partir de ce jour, ce bébé m'appartient. Ablaïder, bonsoir. Bonsoir, Mamadou. Football, la Jeanne d'Arc se débat toujours dans ses difficultés. Effectivement, la GIA plus que jamais divisée, la vieille dame reléguée en Ligue 2, ses fils disputent le maigre héritage pour le contrôle du club. L'amicale des anciens de la GIA s'estime trahi par Alpha Touré, qui aurait rejoint le camp de Momar Ndiaye, l'actuel président sur la sellette. À l'entraînement cet après-midi au camp Leclerc, Lamine Boub et d'autres membres de l'amicale s'insurgent contre les manœuvres de certains dirigeants pour garder leur fauteuil. Nous l'avions nommé président de l'amicale et on faisait souvent des réunions. Là, avant-hier, il paraît qu'il a été voir l'autre groupe qui dirige en ce moment et qui a dirigé la Jeanne d'Arc avant et qui l'a amené en deuxième division. Et il a été nommé directeur sportif. C'est ce qui les a mis dans tous les états parce que nous, notre objectif, c'est de faire partir ce groupe qui a amené notre équipe après 90 ans. Mais écoutez, vous trouvez normal de faire descendre une équipe en deuxième division et de vouloir continuer où se trouve la dignité? Tous ces anciens que vous voyez là sont prêts, et je parle à leur nom, comme ils sont prêts à se battre et ils appellent aussi bien la fédération, le préfet, le gouverneur et tous les instances dirigeantes à appeler ceux qui dirigent la Jeanne d'Arc à partir. Parce qu'on fera une guerre impitoyable contre eux. Que ce soit Ndoye, que ce soit Jules Boucher, que ce soit Alpha Touré, ils n'entraîneront pas cette Jeanne d'Arc. La Jeanne d'Arc sera confiée à Alain Bokandé et c'est Alain Bokandé qui va prendre l'équipe avec d'autres joueurs dans un coin. Roger Mendy. Et pour l'équilibre, Mamoudou, pour l'équilibre, Alpha Touré, mis en cause par Lamine Boub, était bien présent au début de la séance d'entraînement. Cheikh Sadibou Diarra lui a tendu son micro, qu'il a décliné. Rendez-vous donc demain pour un autre épisode de ce feuilleton. Jeanne d'Arc de Dakar, c'est toujours au camp Leclerc. Les Olympiques du Sénégal sont au Maroc ce soir. C'est pour le tournoi pré-olympique. La sélection olympique du Sénégal quitte Dakar cette nuit pour le Maroc. Les moins de 23 ans participent au tournoi pré-olympique qui débute samedi. Et sur les 21 joueurs convoqués, 18 vont débuter la compétition parce que Zarko Touré est retenu par son club en France. Saliou Ciss et Karambot, qui évoluent en Norvège, rejoignent le groupe après le 27 novembre. Abdoulaye Sarr, le coach de l'équipe, après la séance d'entraînement d'hier, propos recueillis toujours par Cheikh Sadibou Diarra. Donc on a travaillé avec la moitié de l'effectif. On a 11 joueurs sur 21. Bon, les raisons sont simples. Bon, il y a des cas particuliers. Pamdiaye Soirée est parti avec Lille en Ligue des Champions. Certainement au plus tard jeudi on l'aura. Mais au Maroc, c'est le même cas que Ablaye Saner. Le Rennes l'a libéré. Mais il faut dire que disposer des joueurs a été très difficile. Parce que cette compétition ne tombe pas à une date FIFA. Je veux dire une date dans le calendrier coordonné de la FIFA. Bon, même si on demande aux fédérations de venir avec la meilleure équipe représentative, il y a des choses à corriger pour disposer de ces joueurs facilement. Et en phase de poule, le Sénégal affronte le Nigeria, l'Algérie et le pays hôte, le Maroc. Pour rappel, Mamadou, les 3 premiers sont qualifiés pour Londres 2012, les Jeux Olympiques donc, et le 4e joue en barrage contre un pays asiatique. Une poule pas du tout facile pas pour du les tout Lions. Facile pour les Mamadou.
Ligue européenne des champions, Marseille de Diawara en ce moment face à l'Olympiakos. Lille et Moussa Sow se sont relancés hier. Après 25 minutes de jeu, 0 but partout entre Marseille et Olympiakos Le Pirée. Marseille est deuxième du groupe. Choc entre Arsenal et Dortmund, Arsenal le leader et Dortmund là également 0 but partout. Milan AC Barcelone, 1 but partout après 25 minutes de jeu. Ce sont les Catalans qui ont ouvert le score. Les deux équipes sont déjà qualifiées dans ce groupe. Hier, vous l'avez dit Mamadou, dans le groupe B, Lille s'est relancé avec un but de Moussa Sow qui, après une longue diète, retrouve donc le chemin des filets. Lille garde ainsi espoir après sa victoire 2-0 à Moscou devant le CSK. Lille troisième à 1 point des Turcs de Trabzonspor. L'Inter est premier. Alors Lille reçoit les Turcs pour la dernière journée, la 6e. Et en cas de victoire, Lille de Moussa Sow passe en 8e de finale. Merci Abdoulaye. Coup d'œil à gauche à Semaine Tube. On parle de la presse avec le Populaire qui donne un avant-goût de la journée mondiale du vétérinaire à Dakar. Les spécialistes listent leurs mots avant l'arrivée des invités. Méconnaissance de leur métier par la population sénégalaise, faible taux de recrutement par l'État et une formation qui se fait souvent au ralenti, 3 mots qui freinent leur élan et au détriment de la population. Alors le gouvernement doit réagir pour préserver la santé publique qui est très exposée au Sénégal, parce que si les médecins soignent les hommes, les vétérinaires, eux, trouvent qu'ils soignent l'humanité. Alors beaucoup plus de reconnaissance, surtout avec cette journée mondiale VET 2011 qui va plutôt abriter notre pays du 15 au 17 décembre prochain, anniversaire de la création de la première école vétérinaire au monde par Claude Bougela. Ça fait 250 ans aujourd'hui. Walfadjri s'intéresse à l'économie chinoise. La deuxième économie mondiale s'impose avec des produits de contrefaçon. 15 à 30% des produits chinois sont des produits contrefaits. L'atelier du monde emploie 5 millions de personnes pour pouvoir reprendre toutes les grandes marques du monde et être présent dans les marchés de la planète. Aucune marque ne leur échappe. Adidas devient Abibas, Nokia Nokla. Et bonjour la concurrence déloyale, surtout en Afrique où les produits chinois ont détrôné vite fait les produits marocains, tunisiens et autres, et aucun produit n'est épargné. Les vêtements de grandes marques, les appareils électroménagers, les produits cosmétiques, les pièces détachées, des produits vendus comme si de rien n'était et très appréciés des populations au détriment de l'économie locale. Mamadou, c'était tout pour le coup d'œil du jour. Merci Astou. Enfin, le focus du jour sur la gestion des flux migratoires, un casse-tête pour les gouvernants européens et africains malgré les énormes moyens déployés. Des ministres des deux continents se sont réunis dans la capitale sénégalaise pour trouver la parade. Un non-sens pour la société civile. Un focus de Hadi Atala avec Hamza Diallo. Selon le principal syndicat italien, quelques 50 000 travailleurs immigrés. Les conférences sur l'immigration et le développement se suivent et se ressemblent. Pendant que la 3e édition se tient, la sécurité est renforcée davantage dans les frontières et le monde arabe est secoué par des mutations sociales, un phénomène qui entraîne le déplacement des populations. Une initiative, selon certains, qui est inopportune. C'est une rencontre inopportune qui va mobiliser beaucoup d'argent qu'on va peut-être pas gaspiller pour l'Union européenne qui a une politique et qui cherche à la mettre en œuvre. Mais pour nos États africains, je pense que la priorité est ailleurs. D'autant plus que la Charte africaine des droits de l'homme a mis une disposition sur la libre circulation des personnes et des biens, et le protocole même de la CEDEAO parle de libre circulation des personnes et des biens. Je pense qu'aujourd'hui, la question n'est pas de chercher à restreindre la migration. Les organisations non gouvernementales déplorent le non-respect des droits des migrants. Ils sont souvent victimes d'injustices et de persécutions. La plupart de ces personnes subissent des exactions. Certains même sont purement et simplement tués, c'est-à-dire qu'on leur ôte le droit à la vie. Face au problème de bonne gestion des flux migratoires, développer une politique d'intégration devient un impératif pour répondre aux aspirations des gouvernants, notamment en Afrique. C'est blocage parce que vous savez, même cette convention, elle a été signée et ratifiée par certains pays, notamment des pays du Sud, mais aucun pays de l'Union européenne ne l'a signé. Cela veut dire que eux, ce qui les intéresse, c'est de pouvoir restreindre la migration. Et le plus grave aujourd'hui, que l'aide publique au développement même est
en tout cas, conditionne en tout cas la prise en charge de cet aspect par nos pays. Et je pense qu'aujourd'hui, nos pays devraient se retourner en Afrique pour pouvoir discuter et avoir une stratégie commune pour pouvoir faire face en tout cas à l'Union européenne, mais aussi voir comment on peut en tout cas développer l'intégration qui est un aspect important pour nos pays. Au moment où la 3e conférence ministérielle Europe-Afrique se tient à Dakar après Rabat et Paris, les organisations non gouvernementales poursuivent leurs contre-manifestations par des forums et panels pour la libre circulation des personnes et le droit des migrants. Nous recevons notre invité ce soir, Mignane Diouf. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le coordonnateur du Forum social sénégalais. Pourquoi les mesures prises tant par les pays d'accueil que les pays d'origine pour réduire les flux migratoires vous choquent, vous, en tant que société civile africaine? Je vous remercie. C'est vrai que ça nous choque très profondément parce que c'est des mesures répressives, exclusivistes, des mesures en fait qui dénotent d'une politique d'enfermement de l'Union européenne, au moment où partout cette Union européenne nous clame d'être dans une mondialisation, dans son village planétaire. Ça nous choque parce que toutes les mesures qui sont prises à l'encontre des immigrés sénégalais ou africains en général ne font que bouleverser leur vie et leurs conditions et ne sont qu'une logique de non-respect des droits des migrants qui devrait pouvoir être respecté peut-être dans le cadre des accords qui sont signés par les Nations Unies, dans le cadre des lois qui sont éditées par les Nations Unies, et tout ça donc comme disposition juridique de protection des migrants et de leurs familles. Mais en Europe, on ne parle de démocratie, de respect des droits de l'homme. J'en vois même souvent des Européens, des dirigeants européens qui harcèlent des leaders africains parce qu'ils n'ont pas respecté les droits de l'homme. Mais on les voit malmener des personnes, les traiter comme du bétail, excusez-moi, pour les embarquer de force dans des avions et dans des bateaux et les jeter dans, on ne sait encore où. C'est tout ça qui nous fait dire donc qu'en vérité, il y a une sorte d'hypocrisie dans le discours de l'Union européenne. Parler de démocratie, de droits de l'homme, mais violer aussi au même moment les droits des migrants, droit qui est reconnu par les Nations Unies, mais c'est vrai qu'ils refusent de signer et de valider cette convention-là, mais cela prouve donc qu'en vérité, il y a deux poids, deux mesures. Mais est-ce que le migrant peut aussi se permettre de vivre de manière clandestine dans un pays et brandir en même temps ses droits en disant, vous n'avez pas le droit de me refouler, par exemple? Le paradoxe, Mamadou, c'est que qui est étranger sur cette terre? La terre de Dieu, là, qui est étranger sur cette terre? Qui? C'est parce qu'il y a des frontières. Mais attendez, ces frontières sont tellement artificielles. Et si même dans ces frontières aussi, même s'ils existent, on a signé aussi des droits qui permettent à des personnes d'avoir le droit de traverser ces frontières-là et de retourner dans leur pays d'origine comme ils le veulent. Ce droit a été adopté par les Nations Unies dans le cadre des droits de l'homme. Donc c'est cet amalgame qu'il faut enlever. Et encore, il faut revoir aussi donc qu'à des moments les plus difficiles, combien d'Européens ont traversé les frontières asiatiques et africaines pour venir s'épanouir, pour venir s'enrichir, pour venir accaparer nos richesses par moment à un moment donné. Je crois que c'est ce paradoxe que nous dénonçons. Et c'est pourquoi cette réunion des ministres, nous la considérons encore une fois comme une réunion qui devrait sans doute voir autre priorité que de dépenser autant d'argent pour donner des discours qui ne règlent pas les problèmes. Au même moment, on viole les droits des migrants, on les garde dans le noir, comme on dit, et pourtant, à chaque fois qu'ils sentent qu'ils ont besoin d'un certain nombre de migrants pour les faire travailler, ils ferment les yeux. Là, on parle plus des pays d'accueil, des conditions là-bas, et que dire aussi des pays d'origine? Est-ce qu'il y a des choses, à votre avis, qui se passent de manière anormale? Il y a énormément de choses. Comme quoi? Comme le mal-vivre, le manque de démocratie, le manque de partage normal des richesses des pays du Sud, la mauvaise gouvernance, cette pauvreté accaparante au niveau des campagnes, qui fait fuir les jeunes parce qu'ils se sentent donc totalement isolés, exclus du partage des richesses des pays. C'est tout ce mal qui a poussé certains jeunes à prendre des pirogues et à aller mourir sous les eaux de l'océan Atlantique, de la mer Méditerranée. C'est tout cela que nous avons dit, non, c'est une aberration. Mais en même temps, un État sérieux doit stopper ça, ce phénomène. Il doit stopper en développant. C'est des gens qui vont à la mort. Oui, mais en développant une politique d'emploi non partisane,
pas orientée sur ses partisans et sur ses partis, mais une politique d'emploi selon les mérites et les qualifications, sans regarder qui est Samba et qui est Mademba. Il faut aussi donc que dans ces États africains, au niveau du Sud, qu'on puisse aussi faire une priorité sur les dépenses pour l'emploi des jeunes, pour l'éducation des jeunes, pour fixer les populations là où ils peuvent pouvoir être fixés et travailler décemment. Tant qu'on ne le fait pas et qu'on priorise des dépenses budgétaires souvent exagérées et inutiles, mais on défavorise ces populations jeunes. Voyez comment le monde rural sénégalais africain est dégarni. Tous ces jeunes qui vont en campagne, qui quittent la campagne pour aller en ville, pensant donc y trouver, ils ne trouvent rien, mais ils se disent donc je m'essaye à la traversée de l'océan Atlantique et de la mer Méditerranée. Donc la faute est double. L'Afrique, au niveau de ses États, est doublement responsable de ce qui tente et pousse ces jeunes-là à aller, mais l'Europe aussi donc qui veut fermer à ces jeunes Africains les portes, elle est condamnable. En même temps, vous semblez prôner un monde idéal, liberté, de circuler des personnes et des biens. Est-ce qu'on ne peut pas vous taxer quelque part aussi d'utopiste, Mignane Diouf? Qu'est-ce que le monde serait sans idéalisme? Qu'est-ce que le monde serait sans idéalisme? L'enfant déjà à certain bas âge, on l'apprend à penser, à se faire une illusion pour pouvoir se faire aussi dans une ambition. Il s'y ajoute que le fait de respecter le droit à la libre circulation, cela n'est pas idéal, cela n'est pas utopique. C'est l'idéal de tous les hommes. Tous les hommes ont cette ambition de pouvoir être libres et de circuler librement. Mamadou, mes cousins Halpoulard, toi, on nous a appris dans l'histoire de l'humanité que les peuples ont quitté le Nil. On bougeait, on suivait donc les océans, les fleuves et les océans. Sont arrivés au Fouta. Certains Sérères ont quitté le Fouta et sont partis vers le Saloum, vers le Sine. Cette liberté de circulation, elle est fondamentale. Elle fonde le droit à la vie. Quand on la viole, quand on la refuse à quelqu'un, en fait, on lui refuse son existence en tant que tel. Et cela, de mon point de vue, ne relève pas de l'utopie, cela relève de l'aspiration de tous les peuples du monde à aller là où ils veulent aller, se reproduire, se lier à d'autres peuples, cultiver l'amour et la paix, et le métissage est fondé au monde de jouissance et de paix. Est-ce que vous avez le sentiment que ce discours est bien entendu? Il n'est pas entendu. Puisque chacun se barricade. Non, il n'est pas entendu parce que nous sommes en face souvent de dirigeants hypocrites, excusez-moi, qui ne pensent qu'à leurs intérêts. Et tout à l'heure, quelqu'un a évoqué la question de l'aide au développement. L'Europe conditionne l'Afrique sur cette question précise. Est-ce que vous savez que quand un Sénégalais est pris à Paris, à Marseille, à Toulon, à Londres, on considère que le franc qui a été dépensé pour le garder dans un commissariat pendant une nuit, le sandwich qu'on lui remet, l'eau qu'on lui donnait pour boire, toute cette petite somme en euros est calculée dans le cadre de l'aide publique au développement. Et souvent même, on conditionne cette aide publique au développement en disant à nos États, tant que vous n'acceptez pas de jouer, par exemple, le jeu du Frontex, on ne pourra pas continuer à régler cette aide publique au développement entre nous. C'est cela que nous dénonçons et je crois que donc ce ne va pas en relation avec la liberté de l'homme, avec la solidarité. C'est une solidarité qui, à un moment donné, a arrangé l'Europe quand elle en avait besoin, pour l'Afrique, vis-à-vis de l'Afrique. Et qui lui a rendu aussi donc demander un juste retour des choses. Non seulement pas un juste retour des choses, mais se rappeler qu'en vérité, au moment où l'Europe avait besoin des sorties d'un labyrinthe, il a fait appel à l'Afrique, ce continent généreux qui a donné à toute l'humanité. L'Amérique qui a été aussi donc développée par les peuples africains après qu'ils ont épuisé les Indiens. Je crois que donc on n'a pas encore rendu à l'Afrique la monnaie. La pièce. Très bien. Merci Mignane Diouf. Vous êtes le coordinateur du Forum social sénégalais. Merci d'être venu sur le plateau de l'Incontournable. C'est fini pour ce soir. Demain, rendez-vous avec Khalifa Diakhaté.
exclusivité album Youssou Ndour bu bees bii ci say sonnerie bu bëggee am morceau bi di xale bi yónneel gaaw U1 au 26026 bu bëggee am fekkee ma ci boole yónneel U2 au 26026 pour Bessie yónneel U3 au 26026 bu bëggee am tabaski yónneel U4 au 26026 pour lépp lëndëm yónneel U5 au 26026 mbalax dafay waxte yónneel gaaw U1 U2 U3 U4 U5 au 26026 Maintenant, chez Tigo, c'est 100% de bonus. Un bonus valable sur toutes les recharges, quel que soit le montant. Un bonus valable tous les jours. Un bonus valable vers tous les opérateurs. Un bonus de 100% pour parler plus, pas qu'un seul jour par semaine, mais tous les jours. Avec Tigo maintenant, parlez plus. Tous les jours vers tous les opérateurs. Exprimez-vous. da nga bëgg am ay xarit yu bees tàq yu kenn dajeekul ci paquet yónneel gaaw par SMS ami AMI ci 24 500 ay nit ñu bare ay góor ay jigéen yoo xam ne ñi ngi ci àdduna bi yépp yow dong la ñuy xaar pour waxtaan ak yow nekk sa xarit kon yónneel gaaw ami AMI ci 24 500 boo bëggee am xarit yu bees. Powered by Jet Multimedia.